Pardon. Messieurs, je voudrais tout d'abord nous excuser d'avoir pris tant de retard, mais c'est un sujet qui nous intéresse, qui nous concerne également. Et donc, nous avons besoin de temps à la fois pour vous questionner et pour vous laisser le temps également de répondre à toutes ces questions. Il se peut d'ailleurs que certains d'entre nous vous disent, vous précisent qu'ils n'attendent pas une réponse immédiate, mais vous laissent le temps de produire une réponse écrite, dans un délai raisonnable, bien sûr. Donc, mes chers collègues, nous accueillons maintenant les représentants de la fédération syndicale UNSA-FASMI, qui fédère 7 syndicats du ministère de l'Intérieur. Je rappelle à l'intention donc des personnes que nous auditionnons aujourd'hui que cette commission d'enquête a été créée à la demande du groupe des Républicains, qu'elle vise à analyser les causes du malaise qui s'est manifesté au cours de la période récente au sein des forces de sécurité, singulièrement de la police nationale. Ce malaise a souvent conduit d'ailleurs à des suicides, qu'il s'agisse des difficultés d'ailleurs rencontrées dans l'exercice des missions quotidiennes, au contact de la délinquance, des problèmes de conditions de travail, ou encore des relations avec les hiérarchies ou avec d'autres corps institutionnels. Cette audition est ouverte à la presse et elle sera diffusée, ou elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Mais elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié. Je me dois de vous rappeler, pour la forme, qu'un faux témoignage ou une fausse déclaration devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Je vous invite chacun à votre tour à prêter serment, dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever donc la main droite et de dire « je le jure ». Nous allons commencer par Monsieur Lebars. On prononce Lebars. Je le jure. Très bien. Monsieur Dumont. Je le jure. Monsieur Varlet. Je le jure. Monsieur Massonneau. Je le jure. Et Monsieur Guérard. Je le jure. Très bien. Monsieur le rapporteur, d'habitude, c'est vous qui embrayez après Monsieur le Président, donc, vous avez rappelé les conditions de création de la commission d'enquête et son objet. Alors, il importe pour nous, qui entamons les travaux, déjà que vous nous listiez, même de façon la plus complète possible, même si c'est de façon très synthétique, pour vous, toutes les causes de ce malaise. Les causes sont forcément multifactorielles. Et peuvent être de nature très différente, mais qui se rajoutent entre les conditions sociales, salariales, à tout niveau de la carrière, mais particulièrement quand on démarre, la formation. La formation initiale aujourd'hui est-elle adaptée aux chocs qui peuvent être connus sur le terrain? La formation continue, dès qu'on ne fait pas toujours les tirs requis, qu'on ne fait pas toujours les heures de sport, les 2 ou 3 heures hebdomadaires, dans les 2 heures, je crois qu'il devrait être fait. Qu'en est-il? Les conditions matérielles. À la fois, c'est le parc automobile, c'est l'informatique, les logiciels, c'est les locaux comme les véhicules. C'est c'est le soutien. Pour ceux qui rencontrent des difficultés, des chocs, c'est quel accompagnement psychologique, quel management en général. Est-ce que le management est en cause et selon les unités. On parle de la rémunération, on remarque que dans les secteurs difficiles, on ne fidélise pas autrement que par l'obligation de rester 5 ans et souvent pour les plus jeunes, et qu'on n'est pas dans le début d'une solution. Sur la rémunération, c'est aussi l'IRP et quelles sont les conséquences en influence sur le management. Donc c'est tout ça. Et puis plus largement, ce qui concerne la société, c'est le fonctionnement et les dysfonctionnements de la chaîne pénale, avec le sentiment que ça peut créer de travailler pour rien et de prendre des risques pour rien. C'est aussi la relation des policiers à la population, avec différents types de populations, quand l'opinion publique soutient, mais public que vous pouvez rencontrer ou dans des quartiers difficiles ou dans des manifestations, l'incompréhension de cet objet, le manque de soutien, c'est pourquoi pas du tout, même avec les politiques, et les politiques successives, c'est avec la presse.
est-ce que vous êtes formé à ça, et bien sûr avec les magistrats, hein, parce que si vous ne vous entendez pas, il n'y a pas de politique de sécurité possible. Donc, et tous les fonctionnements et dysfonctionnements de la chaîne pénale. Alors, voilà, le champ est extrêmement large. Vous avez peu de temps de départ parce qu'il faudra que les collègues puissent poser des questions. Mais c'est pour nous important de connaître. Et si dans tout ce que j'ai dit, il manque des choses, dites-nous-le. On a besoin aujourd'hui, surtout en début de travail de la commission, de connaître toutes les pistes sur lesquelles on doit aller. Même si certains même si elles doivent être explorées encore et que vous n'avez pas vous-même forcément toutes les réponses. Nous, on a 6 mois pour non seulement aller sur ces pistes et essayer de trouver des réponses et de proposer à l'exécutif. Donc, pour résoudre ce malaise que vous vivez et qui est insupportable pour la représentation nationale. Voilà. Donc voilà l'objet de répondre de façon complémentaire les uns et les autres, mais qu'on brosse rapidement de façon très synthétique un tableau d'ensemble et les collègues peut-être d'autres questions ou nouvelles ou à approfondir. Merci, monsieur le sénateur. Quinzaine de minutes oui, pour faire une présentation ce que je voulais générale. vous proposer, en fait, vous avez devant vous les représentants de la fédération FASMI, qui est une fédération un petit peu particulière au sein du ministère de l'Intérieur, puisqu'on est la seule fédération qui travaille en transversalité des corps, dans laquelle il y a des agents administratifs, des techniques, des scientifiques, des officiers, des commissaires et des gens du CEA. Donc vous avez devant vous une représentation de l'échelle hiérarchique complète de la police nationale, du gardien de la paix jusqu'au commissaire, ce qui est une vraie force au sein de notre fédération. Et nous avons, nous, l'habitude de travailler en transversalité des corps et faire des propositions dans ce sens-là. Ce que je vous propose, monsieur le rapporteur, c'est qu'on fasse un petit tour rapide pour chaque organisation et on fera, après, si vous avez des questions, on interviendra sur vos questions. Tu veux commencer Monsieur le rapporteur, donc bonjour, je suis David Lebars, commissaire divisionnaire. Je suis au SCPN, syndicat des commissaires de la police nationale, et je suis précédemment issu d'un poste dont je vous parlerai peut-être pendant la demi-heure, à Saint-Denis, où j'exerçais comme chef de district, donc dans un territoire difficile où les sujets de grogne et de difficultés sont plutôt fréquents. Merci, monsieur le sénateur. Jérémy Dumont, commissaire de police. J'ai été auparavant affecté à la direction centrale de la police judiciaire avant de rejoindre les rangs du SCPN. Voilà. Très bien. Monsieur Massonneau. Oui, bonjour, Laurent Massonneau. Je suis commandant de police affecté à la CSP Aix-en-Provence, mais je suis parisien d'origine. J'aurai pas mal de sujets effectivement à balayer pour essayer de vous éclairer avec nos collègues sur les raisons de ces malaises, mais qui sont effectivement multiples et qu'on ne pourra pas traiter dans le délai imparti, bien évidemment. Et monsieur Guérard. Bonjour monsieur, Benjamin Guérard, je suis le secrétaire général du syndicat national des personnels de police scientifique. Je suis un technicien principal de police scientifique. J'ai été affecté en identité judiciaire, en PJ et en sécurité publique. Donc je fais partie des personnels qui sont amenés à se déployer sur les scènes de crime pour les constatations. Très bien. Qui reprend la main, monsieur Varlet? Oui, alors monsieur Varlet, je suis le secrétaire général adjoint de l'UNSA Police, un syndicat du CEA, des gardiens et gradés de la paix de la police nationale. Donc si vous m'en autorisez, je vais commencer le propos. Monsieur le rapporteur, dans votre présentation, vous avez balayé un grand nombre de sujets qui sont importants et parfois difficiles pour les personnels de la police nationale. Il est assez complexe et compliqué de les évoquer dans leur intégralité et de vous présenter l'ensemble des difficultés que l'on peut rencontrer dans l'exercice de notre profession. Mais au titre des gardiens de la paix, je voudrais, dans un premier temps, vous alerter sur la situation globale du ressenti de nos policiers, où depuis maintenant de quelques années, on a le sentiment que ce métier-là, c'est quand même très complexifié, c'est devenu très difficile. Et on a une relation notamment avec les citoyens et la population qui s'est dégradée au cours de ces dernières années, même si on a pu constater que depuis les attentats qui ont été sujets dans notre pays, il y a eu une certaine amélioration ou une certaine nouvelle reconnaissance du policier. Dans la globalité, aujourd'hui, l'exercice de cette fonction, elle est difficile et elle n'est pas forcément bien ressentie par le policier de terrain. On peut aussi dire clairement
qu'aujourd'hui, les fonctionnaires de police, dans l'exercice de leurs fonctions, ont de plus en plus de crainte à se rendre au travail, à exercer leur métier, parce que la difficulté est de plus en plus grande. Les agressions des fonctionnaires de police n'ont cessé de croître ces dernières années, et surtout, elles ont pris une violence relativement importante. Aujourd'hui, il est devenu commun de monter des guet-apens, d'agresser les fonctionnaires de police. Et le ressenti de nos collègues sur le terrain devient de plus en plus compliqué. Ensuite, je vais plutôt axer mon propos sur le malaise dont vous avez fait état, monsieur le rapporteur. Sur ces derniers mois, il s'est passé quelques événements dans la police nationale où certains de nos personnels ont pu montrer un certain mécontentement. Ce mécontentement-là, il n'est pas issu d'une seule chose. C'est la conséquence de tas de difficultés qui sont mises les unes derrière les autres. Alors régulièrement, on fait le constat des moyens, évidemment, et des effectifs, mais le malaise que peuvent ressentir les policiers de terrain, il est bien au-delà de ces deux problématiques-là. Aujourd'hui, un policier de terrain, il a énormément de mal à arriver à mettre en adéquation sa vie professionnelle et sa vie familiale. On a des difficultés dans le cadre de la disponibilité en dehors du travail. On a de plus en plus, et là je parle sous couvert de mes collègues, mais ça touche en fait tous les échelons hiérarchiques. On a une pression qui est de plus en plus importante, où on a une attente du résultat qui ne cesse de croître, et ça pèse sur l'ensemble de nos fonctionnaires. Sur des sujets terre à terre, je vais faire court, on a deux, trois choses qui ont créé le mécontentement et les mouvements qu'on a pu voir ces derniers mois. On a des sujets qui sont récurrents mais importants sur le corps du CEA. Je pense par exemple à la restauration des fonctionnaires, où aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, avec 96 000 agents du CEA, ne donne pas encore la possibilité à l'ensemble de ces agents de pouvoir se restaurer de manière correcte. On a aussi la problématique qui a été un des éléments déclencheurs des mouvements qu'on a eus, c'est le stock d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées par le ministère de l'Intérieur. Bon, je pense qu'on a dépassé les 20 millions d'heures supplémentaires. Je pense qu'on se dirige tout doucement vers les 21 millions. Sur le gouvernement précédent, il y avait des engagements qui avaient été pris par M. Cazeneuve, au moins pour sacraliser le stock et puis commencer à essayer de purger cet aspect-là. Il faut comprendre qu'il est assez compliqué pour un fonctionnaire de police. Je veux dire, on fait souvent des comparaisons par rapport à la société civile, où on nous demande de plus en plus de présence, d'investissement, parfois de rester au service. On accumule des heures supplémentaires et on ne nous les rémunère pas. Donc à un moment donné, il est assez compliqué d'expliquer à des gens, voilà, il faut être disponible, il faut être présent, vous avez un métier particulier avec des risques particuliers, mais quand on vous fait travailler, on n'a pas les moyens de vous payer. Donc ça, c'est un véritable sujet récurrent chez nous. Et on a aussi toute la problématique de la plaque parisienne, où là, les difficultés, vous avez parlé tout à l'heure de la formation initiale, la formation continue, c'est des sujets, je pense que ici, les gens que vous avez autour de la table, et autres que moi, pourraient vous en parler pendant des semaines. Mais vous savez, ça fait des années, moi, ça fait très longtemps, je ne vais pas vous dire, puisque ça fait très longtemps que je fais du syndicalisme, peut-être parfois un peu trop longtemps, mais on a parfois quand même ce sentiment de souvent dénoncer les mêmes choses depuis des années, de manière récurrente, et on n'a pas forcément le sentiment d'être entendu. Et ça, c'est assez compliqué. En termes de formation initiale et en termes de formation continue, on a des véritables soucis, mais ce n'est pas des soucis de qualité ou de compétence, c'est des soucis d'intérêt pour le métier de policier aujourd'hui. C'est donner envie à nos jeunes citoyens de prendre la voie de ce métier-là qui est assez compliqué. Et voilà, on manque d'attractivité. Ensuite, pourriez-vous nous transmettre, on n'aura pas le temps d'y mais là, de façon très précise, la liste, par exemple, on parle des carences en matière
de la formation, d'autres sujets. Tout ce que vous avez demandé n'est pas obtenu. On a les heures sup en matière Oui, de bien sûr. formation. On a besoin de savoir très concrètement. Oui, tout à fait. Voilà, On donc, vous en fait, fera parvenir une contribution écrite sur l'ensemble des sujets qu'on a développés. Le dernier sujet que je voudrais évoquer avec vous, c'est la difficulté qu'on a sur la plaque parisienne, où là, il y a un véritable sujet qui est en train d'être évoqué, notamment sur les jeunes policiers qu'on contractualise, qu'on fidélise sur une durée de 8 ans. C'est quelque chose qui est insupportable. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a 2 concours en police nationale. On a le concours Île-de-France, on a le concours national. On a des gens qui passent le concours national dont le concubin ou l'époux est déjà sur la plaque parisienne, souhaiterait une affectation en plaque parisienne, on ne peut pas lui donner. Elle se retrouve, elle ou il se retrouve sur des affectations à Lyon, à Marseille. Voilà, on a des choses. Et les jeunes policiers qui réussissent le concours, qui viennent sur la plaque parisienne, les contraintes sur la durée de 8 ans, c'est dépassé en termes d'attractivité. Quand vous dites à des jeunes qui savent qu'ils vont commencer leur carrière sur Paris que d'office, vous allez devoir rester 8 ans, en sachant qu'après, dans le cadre de la mutation, il faut encore 2-3 ans, ça veut dire que vous êtes contraint à travailler sur la plaque parisienne pendant 12 ou 13 ans. Alors que dans un même temps, on fait des sorties d'école sur des villes de province, Lyon, Marseille, et des villes très attractives. Donc il faudrait mettre en place un système où on a un turnover quasi obligatoire par la plaque parisienne, mais avec un espoir pour les jeunes de pouvoir un jour retourner dans leur région d'origine. Ça, c'est un véritable sujet. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que je voudrais que mes collègues puissent s'exprimer sur ces différents sujets. Sachez que, pour conclure, je dirais qu'il y a une forte attente quand même de l'ensemble des policiers de terrain et tout corps confondu. Et évidemment, vos travaux seront d'une grande importance dans le cadre de ces attentes-là. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Monsieur, oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, si vous me Sinon, permettez. il y a un certain nombre de collègues qui sont prêts à déjà vous poser des questions. Alors, la première main que j'ai vue se lever est celle d'Isabelle Raymond. Ah non, c'est Monsieur Capo-Canellas, pardon. Excusez-moi. C'était dans ce secteur, pardon. Oui, merci Président. Merci d'abord de votre exposé. Je voudrais être sûr d'avoir bien compris ce que vous avez dit sur ce que vous appelez la plaque parisienne, parce que les élus d'Île-de-France ont plutôt le sentiment qu'on a du mal à fidéliser les effectifs et que, notamment sur l'encadrement, on a du mal à garder des cadres en Île-de-France, notamment dans les parties les plus difficiles ou réputées difficiles de l'Île-de-France. Et que les jeunes qui sortent des écoles de police, assez rapidement, ont une attraction qu'on peut comprendre, pour la province ou pour des zones réputées plus calmes. Donc nous, on a plutôt ce sentiment-là, c'est-à-dire que quand quelqu'un est un peu aguerri à l'habitude de la banlieue, à l'habitude des quartiers difficiles, à ce moment-là, hop, il s'en va. Et vous nous renvoyez l'impression inverse. Alors, c'est sans doute notre perception qui est moins fine, mais il y a quand même un petit paradoxe, parce que, on voit bien, en tout cas dans beaucoup de commissariats de zones réputées difficiles, moi, enfin, je suis le commissaire Le Bars, j'étais maire du Bourget, donc j'étais pas de commissariat de la Courneuve. Voilà. Bon. Et à un moment donné, où il faut trouver un OPJ, c'était quelque chose, quoi. Et voilà. Ou même des jeunes qui sont à la BAC, etc. et tout. Enfin, c'est pas simple. Voilà. Même pour police secours, des jeunes qui interviennent. Voilà. Donc on a plutôt ce sentiment-là qu'on n'arrive pas à les garder. Et vous nous dites le contraire. Donc ça m'interpelle un peu. Est-ce que vous pouvez un peu mieux préciser les choses ? Je vais vous faire une réponse assez rapide. En fait, il y a 2 aspects des choses. Il y a l'aspect du sentiment qu'on peut avoir et de la réalité statutaire. C'est-à-dire à l'heure actuelle, au niveau du ministère de l'Intérieur, on a une règle statutaire qui existe au niveau des gradés et gardiens de la paix. Un jeune fonctionnaire de police qui est affecté sur le bassin parisien doit 8 ans pleins à l'administration, en plus de sa scolarité et de son année de stagiaire. Donc ça veut dire qu'un jeune fonctionnaire de police qui est affecté sur le bassin parisien, à minima, il va faire 10 ans minimum, puisqu'après, il faut qu'il y ait de la place à l'endroit où il peut postuler. Donc en fait, quand on recrute un jeune policier sur la plaque parisienne, il est présent au minimum 10 années avant d'avoir espoir de pouvoir muter, en sachant qu'il y a des dispositifs, et par contre, où je vous rejoins, c'est dans le cadre de l'encadrement, là, il y a un vrai sujet que vous venez d'évoquer. Il faut mettre en place des dispositifs où on est capable de donner envie aux gens
de prendre l'avancement de manière, par exemple, contractuelle. C'est-à-dire un agent qui est en passe de passer à un grade supérieur, brigadier, chef ou major au titre du CEA. On lui dit, voilà, tête province, faut venir sur la plaque parisienne. On fait un contrat de 3 ou 5 ans, je ne sais pas. Et au-delà de ça, on peut retourner sur son lieu d'affectation. Là, on créera de la... Parce que aujourd'hui, il y a un défaut d'encadrement, mais il n'est pas lié aux effectifs, aux jeunes effectifs. Et l'encadrement, on peut, par des mesures incitatives, créer une fidélisation de l'encadrement. Mais le jeune policier, quand vous recrutez vous appelez au concours, aujourd'hui, on a du mal à avoir des gens de grande qualité qui se présentent au concours de gardien de la paix. C'est une vraie réalité. C'est peut-être dur à entendre, c'est peut-être difficile à dire, mais on a recruté... Quand les postes qui sont ouverts sont tous pourvus, ou est-ce que parfois, on considère que le niveau est trop faible pour pouvoir à tous les postes qui étaient censés être pourvus au concours, comme ça arrive dans certaines administrations? Moi, en sortie d'école, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Non, je parle en entrée, pour les concours de recrutement. En entrée, c'est un concours fonction publique. Hein, oui, mais dans lequel on arrive à recruter le nombre de... Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas de problème de recrutement là. Je pense que c'est la barre en fait, du curseur qu'on bouge. C'est-à-dire que c'est... Dans un concours, c'est la quantité qui est déterminée oui, avant. Oui, mais les concours... Sauf dans certaines administrations, on renonce à prendre tout le monde parce qu'on considère que le niveau, même des dernières admis, est trop bas. Voilà. Ça n'arrive pas dans la police. Non. C'est-à-dire quand on a 4500 postes à pourvoir, on fait 4500 recrutements. En fait, hein. Voilà. Je vais apporter une précision. J'aimerais me permettre de parfaire les propos de mes collègues. Pour ce qui concerne spécifiquement l'encadrement, mais je pense que pour les commissaires, on a un peu le même problème. En tous les cas, pour les officiers, il y a une réalité aussi, c'est les flux d'entrée et de sortie des corps. Le corps de commandement de la police nationale est un corps qui a été voué à la déflation depuis une bonne quinzaine d'années, et ça finit par se sentir. C'est-à-dire que, pour parler toujours du département de la Seine-Saint-Denis, vous prenez un commissariat comme Stein, qui est tout sauf facile, vous étiez à -3 en termes d'officiers. Vous aviez une sortie d'école il y a 2 ans et demi qui s'est retrouvée propulsée, je vous parle bien d'une sortie d'école, chef du service de police de proximité, qui est normalement un poste dévolu à un commandant dans la nomenclature des officiers. Tout ça par défaut. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque corps a ses spécificités. Nous, on manque cruellement de jeunes officiers. Au-delà de la problématique d'attractivité, vous avez par exemple la police judiciaire qui ne recrute pas, tout le monde le sait. Sauf qu'à un moment, on a un vrai souci par rapport à ça. Vous aviez par exemple sur la commission administrative paritaire qui avait déterminé les mutations dans le corps de commandement en juin 2017, vous aviez 25 postes non candidatés d'officiers sur la police judiciaire parisienne. C'est vous dire qu'on a aussi un souci de ce point de vue-là. Donc il y a l'attractivité et puis il y a aussi les défauts de parcours de carrière. Peut-être que l'administration serait bien inspirée de regarder un peu comment est-ce qu'on peut organiser le parcours de carrière de quelqu'un qui sort d'école, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, et puis qui va l'amener effectivement à faire une carrière de 10-15 ans qu'on puisse envisager avant éventuellement d'aller sur les secteurs géographiques moins hostiles. Voilà. Madame Samia Ghali, sénatrice des Bouches-du-Rhône. Je suis contente que vous parliez de justement du fait que vous soyez obligé de rester 8 ans, voire 10 ans sur le même poste, parce que en tant que sénatrice, j'ai rencontré beaucoup de policiers pour qui c'était un vrai calvaire, vraiment une vraie souffrance, je crois qu'il faut le dire comme ça. Et c'est important que est-ce que ce point-là fait que justement dans la police aussi, ce mal-être fait que quand on est heureux de rentrer dans la police, on est heureux aussi d'en sortir parce que finalement ça devient un peu le calvaire familial, affectif, et qui fait que comme nous tous, hein, quand on a beaucoup travaillé, qu'on est fatigué, on est content de rentrer à la maison, retrouver des siens et aussi retrouver le confort familial et finalement qui vous aide aussi à repartir de plus belle le lendemain. Donc je crois que ça est-ce que ça joue vraiment sur le moral. Et ensuite vous avez parlé tout à l'heure de la relation, et moi ça m'intéresse aussi, entre la police et les concitoyens. Mais en vous écoutant en même temps, par rapport à tout ce que vous avez décrit, hein, malheureusement tellement vrai, est-ce que justement c'est pas ça qui fait que justement ça détériore de fait la relation avec le citoyen, parce que lorsqu'on a en face de soi des policiers qui sont des fois, c'est pas la généralité heureusement, mais quand même
des policiers qui sont des fois déconnectés, mais pas parce ils le font exprès, c'est parce que malheureusement, ils ne peuvent pas faire autrement que ça, parce qu'on les a mis dans des postes qui ne sont pas les leurs. Et c'est vrai que face à une situation où les Français demandent encore plus des réponses tout de suite, rapides, parce que lorsqu'on a été agressé, lorsqu'on a été malheureusement face à la délinquance quelle qu'elle soit, on a envie d'être derrière réconforté. Quand on a le sentiment qu'en face de soi, on a des gens qui sont aussi des fois plus perdus que vous, c'est assez compliqué. Donc ça aussi, est-ce que le fait aussi, la prise des plaintes, parce que c'est aussi un sujet, et vous me direz si c'est ça ou pas, de mon point de vue, qui est aussi important dans le mal-être aussi, c'est-à-dire que les Français qui ne peuvent même plus aller déposer plainte, ou qu'elles ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus pouvoir aller déposer plainte parce que derrière, ça ne fonctionne pas. Parce que, c'est vrai, là aussi, est-ce que finalement, on ne devrait pas, sur la question des plaintes, dématérialiser les choses encore plus en profondeur, ou alors mettre du personnel administratif et pas du personnel policier dans le sens comme on l'imagine, qui se retrouve en uniforme mais derrière un bureau pour prendre une plainte alors qu'il serait plus utile à une sortie d'école ou je ne sais quoi. Donc cela, et ensuite sur la question du matériel, est-ce que finalement, ce que je disais tout à l'heure en aparté avec le président de la commission et le rapporteur, c'est le fait d'avoir face à vous aussi une population délinquante qui a évolué, qui s'est professionnalisée, avec du matériel adéquat et du matériel même sophistiqué, face à vous qui avez encore du matériel archaïque, du matériel qui ne fonctionne pas, et des fois un peu rouillé, même des fois complètement enrayé. Et je parle même en termes d'armes aussi. Monsieur le Président, je vais tenter un début de réponse, puisqu'il y a plusieurs questions, Madame la sénatrice. Ça me donne envie de vous répondre à une question que vous avez évoquée en tout début de séance, qui était celle des causes du malaise. Et les questions que vous posez sont celles aussi qui font que le policier est tombé dans le malaise. On en parlait avec nos collègues avant de vous rencontrer. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, les policiers travaillaient exactement dans les mêmes configurations matérielles il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis quelques années et qui fait qu'il y a une crise ou qu'il y a un malaise dans les services de police? Ce n'est pas le policier, parce que le recrutement, les problèmes de formation, les problèmes de logement, je vais y venir après, parce que ça sera une partie de la réponse. Mais globalement, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, le policier subit à la fois une crise de sens et une crise de reconnaissance. Il y a 5 ans, il travaillait déjà dans un service de police délabré. Je vais vous faire un panorama un petit peu caricatural, mais c'est une réalité. Il pouvait y avoir les toilettes qui fuyaient, il pouvait y avoir des locaux épouvantables, aussi bien pour le public que pour ceux qui travaillent dedans, que pour les gens qui d'ailleurs sont en détention. À partir du moment où il venait faire une mission de police claire, où il avait les moyens de la faire, où il rentrait de sa mission et il pouvait rentrer chez lui en sécurité, et qu'il y avait la reconnaissance de sa hiérarchie. La hiérarchie, on est tous des gens de la hiérarchie. Un gradé, c'est le premier niveau de la hiérarchie. C'est le gradé, c'est l'officier, c'est le commissaire divisionnaire. Ça fonctionnait très bien. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'en plus de ces conditions matérielles et de moyens, c'est l'environnement global qui fait que la crise du métier s'est aggravée. C'est plus dangereux aujourd'hui d'être policier, on n'est pas sûr de rentrer chez soi. J'ai dit à des promotions de stagiaires, moi, qui sortaient d'école, malheureusement parmi vous, statistiquement, il y en a parmi vous qui vont faire usage de leur arme. Les anciens nous disaient une belle carrière, c'est l'arme dans l'étui. Aujourd'hui, on dit aux jeunes, il ne faut pas la sortir. Ce n'est pas une incitation, c'est vous allez être dans des situations où vous allez la sortir. Moi, j'ai dit à des stagiaires récemment, malheureusement, je leur ai prédit l'avenir, puisque non seulement ils ont sorti leur arme, mais ils ont été dans des situations de faire feu, en parfaite légitime défense. Ça change quand même la vision du métier. Quand vous démarrez votre métier et que vous faites feu sur un autre individu, ça ne laisse pas indifférent. Ce qui a changé, c'est la crise du sens et la crise de reconnaissance, qui fait qu'on se demande pourquoi on est policier, et on se la pose encore plus quand on est policier déraciné de sa région d'origine, et qu'on arrive en région parisienne et qu'on habite à 700 km de ses habitudes. Alors, j'ai déjà un petit peu beaucoup parlé, mais c'est valable pour tous les grades et pour tous les corps. Il y a un vrai problème de fidélisation. Alors, évidemment, personne ne va vous dire qu'il n'est pas intéressé à une prime, à une petite augmentation de salaire. On est au-delà de ça aujourd'hui. Je crois qu'il faut faciliter le travail policier. Si on doit raisonner région parisienne, parce qu'il y a un besoin, il faut raisonner global. Comment on forme ce policier pour y arriver? Avec qui on l'encadre? Comment on l'aide à se loger? C'est le problème numéro 1. Moi, tous mes policiers à Saint-Denis, après une journée de travail difficile, ils avaient 1h30 de trajet, non pas parce qu'ils aiment vivre à la campagne, mais parce que l'accès au logement n'est plus possible tellement le logement est cher en région parisienne. Donc c'est tout un global qui fait qu'on doit raisonner sur quel type de policier on veut garder dans telle région et qu'est-ce qu'on lui donne comme moyen pour essayer d'y répondre. Voilà, c'est un début de réponse, Madame la sénatrice. Il y a d'autres questions, mais je crois que mes collègues ont le complément.
Excusez-moi, là, mais est-ce que vous avez des propositions en ce sens? Parce que, par exemple, sur le logement, non, mais alors vous allez, si elles sont longues, vous ne les détaillez pas, mais dans ce cas, vous ne les communiquez. Mais est-ce que qu'on ne reste pas que sur la description des problèmes, mais aussi qu'on esquisse des solutions? Alors, la solution, c'est de nous mettre en place la commission de suivi du protocole qui a été signé avec M. Bernard Cazeneuve, où il y a des sujets profonds qui ont été évoqués. D'ailleurs, l'ensemble de notre fédération était signataire du dernier protocole qui a été présenté par le ministère. Bon, c'était il y a 2016, avril 2016. Une commande de Bernard Cazeneuve après, j'allais dire, la première série de suicides et de l'expression du malaise dans la police. Et normalement, un plan d'action qui avait été mis en place. Et ça n'a pas empêché l'expression du malaise ensuite. Oui, justement. Alors, il y a le logement. Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Et voilà. Bien sûr. Ça a été suivi, précisément. Il y a quand même un effort conséquent qui a été fait. C'est indéniable. Il ne faut pas non plus dire que tout ne va pas bien, que rien n'est fait. En termes de RH au ministère de l'Intérieur, on a quand même évolué de manière importante. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Mais je pense par exemple au dernier protocole qui a été signé. Dans le cadre, on avait évoqué les thématiques de restauration, de logement des policiers sur la plaque parisienne. On devait avoir une commission de suivi qui devait se mettre en place. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu un premier pas qui a été fait en avant, notamment sur la transmission des tâches indues. Vous savez, c'est un vague sujet qu'on parle depuis des années et des années. On avait eu le sentiment quand même qu'on avait mis le pied sur l'accélérateur et on avait commencé à aborder ces sujets-là. Et aujourd'hui, voilà, ça manque un petit peu de suivi et de continuité dans l'action qui était lancée. On a un véritable... Enfin, après, je pense que... Je voudrais juste dire un mot sur la partie politique. Il faut aussi que les gens qui nous gouvernent, les élus de la République, soient aussi conscients de l'impact des choses qui sont dites au niveau du ministère de l'Intérieur. On a parfois des propos qui sont tenus au niveau de la police nationale ou des actes qui sont faits qui peuvent laisser à supposer à un moment donné que dans un sens ou dans l'autre, ça ne fonctionne pas. J'ai été très attentif aux propos de Madame la sénatrice et ils étaient justes dans leur globalité. La difficulté de l'exercice du métier, elle est multiple. Elle vient aussi, par exemple, de l'accueil du public. Vous savez, il n'y a pas... on met souvent en contradiction et en opposition les citoyens, la police nationale, et après on dit la justice. Aujourd'hui, ce mal-être-là, il n'est pas global. C'est-à-dire que la très grande majorité des policiers exercent leur métier de manière juste et digne. Les citoyens, dans la grande majorité, se comportent très bien vis-à-vis de la police nationale. Et à contrario, quand on a des événements ou des gens qui se comportent mal avec les forces de l'ordre ou les forces de sécurité intérieure, quelles qu'elles soient, ça doit faire l'objet d'un suivi et de sanctions sévères. Et c'est ça aujourd'hui que la population... Et nous, on doit être capable de faire la distinction entre le citoyen et le délinquant. C'est ça qui est important. Pour être précis, on a parlé logement, tâches indues. Il y a des commissions qui étaient censées être mises en place ou qui l'ont été. Je ne sais pas. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'elles ont travaillé? Qu'est-ce qu'il en est ressorti aujourd'hui, puisque ça fait 2 ans, presque 3, je crois que... Alors, 2 ans. Voilà. Avez-vous été associé? C'est resté... Où sont les forces d'inertie? Est-ce que c'est dans l'administration centrale? Est-ce que c'est parce que ça ne se règle pas et que vous n'avez pas le temps de réflexion? Comment est-ce qu'on a avancé? À quel rythme? Ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas avancé autant qu'on aurait pu le souhaiter? On n'a pas avancé sur ces sujets que je viens d'évoquer, sur le logement, sur la restauration des fonctionnaires, sur les tâches indues. C'est des sujets pour l'instant qui n'ont pas été pris dans la continuité de l'ancien gouvernement et de la volonté du dernier ministre de l'Intérieur, parce que les chantiers sont multiples. On a la PSQ qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'à un moment donné... Mais l'un n'empêchait pas l'autre. Oui, mais pour l'instant, ça n'a pas été... les problèmes de logement, ni de... Pour l'instant, les commissions de suivi sont restées au point mort sur ces sujets-là.
C'était qui les commissions de suivi? Il y avait qui dedans? Les signataires du protocole, c'est-à-dire L'administration centrale et syndicats. l'ensemble des membres de la FASMI et le syndicat, les syndicats qui composent notamment la CFE-CGC avec Alliance Police Nationale. Le seul syndicat qui n'a pas signé le protocole, c'est Unité SGP Police, qui a rejeté le protocole dans sa globalité. Mais en tout cas, sur la partie qui nous concernait tous, aujourd'hui, en tout cas, on a le sentiment qu'on est au point mort. Il ne se passe rien. Ça, c'est sûr. Les réunions sont à l'initiative de l'administration. Oui, tout à fait, oui, absolument. Donc on a demandé justement, on a bousculé les curseurs il y a très peu de temps et on a demandé à ce que la commission de suivi puisse se mettre en place de manière assez rapide. Et je vous dis, les sujets principaux, c'est ceux que je viens d'évoquer avec vous. Et après, on se rend compte quand même qu'il y a un temps de latence entre même quand il y a une volonté politique, parce que pour le coup, il y avait une véritable volonté politique de faire avancer les choses consécutifs aux événements qui sont produits. Voilà. Donc il est toujours, on constate quand même qu'il est toujours assez compliqué d'avoir une continuité dans le suivi des dossiers qui sont spécifiques. Et ça, je voudrais que mes collègues vous en touchent un mot. On a quand même un sujet qui est quand même récurrent, c'est la réforme pénale. On sait que ce gouvernement-là, en tout cas ça a été annoncé en tant que tel, allait s'attaquer à la réforme pénale. Sachez que c'est une vraie attente et importante de l'ensemble des policiers et de l'ensemble de la hiérarchie. Dans ce domaine, est-ce que vous avez aussi, on n'a pas le temps de les détailler, mais des propositions précises à nous dire? Oui, quelles sont les procédures et surtout celles qui seront ajoutées, qui sont particulièrement chronophages, qui sont comment? On a besoin de choses très concrètes. Je vais laisser M. Dumont s'exprimer sur ce sujet-là. Et on a effectivement M. Le Bars. Bon, alors on va partager la réponse, monsieur le sénateur. Sur le logement, je vous donne une illustration et puis un avis de chef de service, parce que moi, je n'étais pas dans les commissions ni dans la réflexion. Moi, ce que j'ai vu, c'est que mes sorties d'école, la pratique du gardien de la paix qui sort d'école et qui habite, qui est déraciné de chez lui, c'est la colocation, parce qu'ils n'ont plus les moyens de se loger. J'ai vu des colocations à 8 personnes. Quand vous avez 8 gardiens de la paix qui louent un appartement à 4 couchages, il y a ceux qui bossent la nuit, ceux qui bossent le jour. Ils font les banquettes chaudes, comme on disait, je crois, en termes militaires. C'est une réalité. Dès qu'il y en a un qui lâche, il faut trouver le suivant, parce que sinon, ils n'arrivent plus à payer le loyer, parce qu'évidemment, c'est un logement d'une certaine taille. Et on a des problèmes, en tant que chef de service, à résoudre des difficultés sociales chez ces jeunes fonctionnaires. On a beau les envoyer, effectivement, il y a plein d'efforts. En fait, dans l'administration, ce n'est pas un chef de service qui va vous dire le contraire, mais on a beau les envoyer sur tous les curseurs, il y a un moment, je crois qu'il faut dire les choses. Il n'y a pas un service logement, normalement? Si, bien sûr, mais j'allais y venir. Il n'y a sûrement pas assez de logements, et ça peut se comprendre, puisque chacun a ses problèmes d'argent, l'État les a aussi. Ça manque de logements, ça manque de réponses possibles. Il n'y a pas autant de logements que de demandes. Mais on se retrouve dans des situations difficiles. À Saint-Denis, moi, j'avais un logement, ce qui est complètement exceptionnel, au-dessus du commissariat de la Plaine, qui est un studio qui avait été fabriqué à l'époque, enfin il y en avait 2 exactement, qui était le studio de dépannage. Je ne l'ai jamais désempli, ce studio. Il a toujours été alimenté par les gens qui étaient le plus en difficulté. On essaye de faire à petit peu près, voilà. Pour la simplification de la procédure pénale, je vais faire très rapide, j'ai déjà beaucoup parlé. C'est plus qu'une réelle attente, puisque les services de police qui sont noyés, j'ai envie de vous dire qu'à chacun dans son type de métier, il y a une souffrance. Il faut rappeler quand même que la souffrance principale, c'est en sécurité publique, et c'est là où les écoles de police déversent tous leurs effectifs. L'administration police, au sein de laquelle la sécurité publique souffre le plus, prend toutes les sorties d'école. Donc vous êtes jeune gardien de la paix, vous débarquez en sécurité publique, c'est le métier le plus difficile, d'autres le sont, mais c'est le plus difficile, vous êtes exposé, c'est celui où tout le monde se plaint, vous êtes dans les commissariats les plus difficiles, on revient sur le problème du logement. La simplification de la procédure pénale, aujourd'hui, vous n'avez plus un policier en interne qui veut faire du judiciaire. Moi, j'avais jamais vu ça en 25 ans de carrière, ils veulent tous repartir sur le terrain, donc vous ne mettez que des élèves, et c'est une réalité, qui sortent d'école pour faire du judiciaire. Vous me direz, il vaut mieux former quelqu'un plutôt que de prendre quelqu'un de mal formé, comme le dit le dicton. Mais il se trouve que du coup, il faut former des gens pour prendre les plaintes. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir le public, quelqu'un pour faire une enquête, qui n'en a jamais fait. Et vous êtes sans arrêt dans ce flux de redémarrage, parce qu'il y a une crise de l'investigation. Et la crise de l'investigation, elle est simple, c'est que quand le gars ou la fille arrive et dans un bureau, il voit des piles qui lui font qu'il ne voit même plus la fenêtre. Ça, c'est les piles des dossiers prescrits. Ces dossiers prescrits le sont parce que la procédure s'est tellement alourdie et aggravée qu'on n'arrive plus à sortir le flux. C'est plus possible. Voilà. Donc, c'est la réalité, c'est la désaffection totale. Et la simplification, si elle n'arrive pas, va créer plus qu'une frustration, une très grosse déception, parce que c'est une attente et les gens y croient. Voilà. Jérémy, je te laisse. Oui, effectivement. Alors, c'est un chiffre qu'on évoque relativement peu, mais quand on interroge un certain nombre de policiers qui sont en fonction, et notamment de responsabilité sur les territoires, on se rend compte que de petits judiciaires, en réalité, les services de police sont capables d'en sortir 20 à 30% seulement du flux entrant.
pour des raisons de moyens, pour des raisons, je dirais, de caractérisation des faits, ce qui fait que actuellement, et notamment au niveau judiciaire, la police nationale est une institution qui travaille à 80% pour rien. Ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes de services rendus vis-à-vis de la population, de services rendus vis-à-vis du contribuable, mais aussi d'honnêteté vis-à-vis notamment des élus. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des services qui sont littéralement engorgés. Donc une des solutions aussi qu'on avait déjà évoquées dans un certain nombre de nos productions, c'était de multiplier des alternatives à la judiciarisation des informations que les citoyens portent à la connaissance de la police, dans les cas, par exemple, où les faits portés à la connaissance d'un policier ne sont pas de nature pénale. Il faudrait que le policier puisse avoir une solution alternative à celle de la main courante informatisée, par exemple en envoyant un formulaire de renseignement au parquet, mais qu'il n'entame pas une procédure qui va alourdir la chaîne pénale d'une manière vaine, par exemple, et qu'on ait aussi un partenariat renforcé de façon à pouvoir écluser le stock de procédures qui nuit à la cohérence de l'action judiciaire et à la gouvernance des services. Merci. Monsieur Massonneau souhaitait intervenir, et ensuite Monsieur Guérard. Et Madame, je n'oublie pas la question que veut poser Isabelle Raymond-Pavero. Ce que je voulais rajouter, c'est de bien vous faire comprendre que les policiers ressentent la chose suivante. À chaque fois qu'une loi censée leur simplifier le travail leur a été adressée, ça s'est à chaque fois accompagné de pare-feu. Je vous le dis tel qu'on le constate, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il a fallu mettre en place des contrôles, des demandes d'explications a priori, et c'est pour ça, enfin, on essaie de vous le traduire, mais si les... C'est-à-dire que, par exemple, la loi de juin 2016 a demandé aux officiers de police judiciaire d'organiser la représentation de suspects à témoins avec un avocat. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais il faut quand même arriver à croiser entre la victime, les gardés à vue, les gens qui participeront à la représentation de suspects à témoins et l'avocat, un rendez-vous commun. C'est beaucoup de travail. Tant qu'on n'aura pas engagé une vraie démarche de simplification des process, parce que, je veux dire, il n'y a pas plus motivé sur la manifestation de la vérité que les policiers, hein, on se permet de vous le rappeler, mais ce qui fait qu'on va au-devant de graves difficultés, c'est même plus une crise de l'investigation, c'est que faute de combattants, on peut vous l'annoncer, le combat risque de cesser. D'abord parce que les effectifs n'y sont plus, parce qu'ils sont plus motivés, parce qu'ils réintègrent, aussi étonnant que ça puisse paraître, après 15 ou 20 ans de police judiciaire, des services de sécurité publique ou d'ordre public où ils n'auront plus d'investigation à faire. On a un vrai problème par rapport à ça. Donc on a, nous, un diagnostic qui est écrit depuis très longtemps, des process de simplification sur l'oralisation des procédures, sur la dématérialisation papier, tout le monde sait faire, ça, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que lorsqu'on prend connaissance des premières préconisations de M. Baume et de M. Nathalie, manifestement, le compte ne va pas y être. Voilà, donc on sera très très vigilant par rapport à ça. Collègue Isabelle Raymond-Pavero de l'Indre-et-Loire posait sa question. Une question qui est peut-être liée à un paramètre concernant la fidélisation. Vous avez mis l'accent tout à l'heure sur la vie familiale qui est particulièrement difficile puisqu'elle n'est pas en adéquation aujourd'hui avec les horaires, peut-être aussi des missions particulièrement difficiles, mais aussi des conditions de vie pour les familles. Pour prendre qu'un exemple, des enfants peut-être à l'école en difficulté et qui n'osent pas avouer que leurs parents sont policiers, ou tout simplement des incidents qui peuvent être liés aussi à la sécurité des familles. Alors je me pose vraiment une question parce que ce soutien de la famille est complètement indispensable à l'équilibre aujourd'hui du policier qui doit partir en intervention. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas, en tant que proposition pertinent, de parler d'un programme qui serait un plan d'accompagnement aussi pour les familles, pour permettre une fidélisation justement au niveau de la police, tel qu'il a été fait par exemple pour les forces armées?
Est-ce que ça existe pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en place et puis permettre peut-être d'éviter un nombre peut-être important de séparations? Sur ce sujet-là, je vous pose clairement la question. Y a-t-il beaucoup de séparations qui sont liées justement à ces conditions dans votre profession? Merci. Votre analyse, Madame la sénatrice, est tout à fait juste. On est un des métiers quand même où la vie familiale est très compliquée et nombre de collègues ont des parcours pas simples et souvent ont des difficultés familiales importantes liées évidemment à la particularité de notre métier. Vous le savez, puisque vous êtes au fait des chiffres, le ministère de l'Intérieur, et notamment sur la partie police, on a engendré une vague de suicides de manière assez conséquente ces dernières années, et surtout l'année dernière. Pour nous, malheureusement, c'est pas une surprise. Et c'est consécutif justement aux difficultés liées. Alors, les facteurs sont jamais unilatéraux, c'est-à-dire que c'est pas uniquement les conditions de travail ou la vie familiale, c'est souvent le cumul de plusieurs choses. Et là, évidemment, trouver des pistes, mais c'est certainement pas simple pour améliorer la relation qu'il peut y avoir avec la famille et le ministère de l'Intérieur, ce serait évidemment très intéressant. Et ça apporterait certainement du bien-être à l'ensemble des personnels de la police nationale. Faut savoir aussi aujourd'hui que le rythme de travail sur lequel on est, quand on appelle ça le service général, mais c'est la police secours, hein. Un collègue voit très très peu sa famille et ses enfants. On a des cycles de travail qui sont mis en place aujourd'hui avec le vendredi fort, mais la problématique, c'est que c'est chronophage en termes de TP. On a des moyens aujourd'hui d'améliorer la qualité de travail et le rapport avec la famille des policiers, mais ça demanderait un effort considérable en termes de recrutement, c'est-à-dire qu'un chef de service, à un moment donné, il est confronté aussi à la problématique opérationnelle. Si vous n'avez pas d'effectifs présents, le samedi, le dimanche, à Noël, à Nouvel An, vous ne pouvez pas effectuer vos missions et assurer la sécurité des concitoyens. Il y a deux choses qui me paraissent un peu contradictoires. La première, c'est qu'on a quand même le sentiment qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'effectifs la nuit par rapport aux effectifs globaux. Par ailleurs, alors est-ce que le problème, c'est que les effectifs de jour eux-mêmes, plutôt le travail de jour, est difficilement compatible avec la vie de famille, et les horaires, c'est pas des horaires de bureau, je suppose. Donc, ce que vous dites, c'est également bien sûr pour ceux qui travaillent le jour. Oui, bien sûr. Et est-ce que ceux qui travaillent la nuit, finalement, voient plus la famille que ceux qui travaillent le jour? En fait, ça dépend du cycle de travail. Quand vous êtes en cyclique, vous avez des cycles croisés, c'est-à-dire que c'est surtout le week-end qui pose problème. C'est-à-dire que les fonctionnaires de police passent très peu de week-ends en famille, en fait, hein. Dans certains services, c'est 1 sur 4, voire 1 sur 5. Donc, on a des cycles de travail qui pourraient permettre plus de temps passé en famille, mais à contrario, c'est des cycles qui sont chronophages en ETP. Donc, c'est assez compliqué à mettre en place. Après, je voudrais juste dire un mot, et je voudrais que M. Dumont intervienne. Je voudrais juste dire un mot. Vouloir améliorer le système, tout ça, c'est bien. Mais à contrario, il faut déjà appliquer le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des injonctions de la Cour européenne en temps de travail, par exemple, au sein du ministère de l'Intérieur, qui ne sont pas appliquées. On a l'interruption de travail des 11 heures qui sont mis en application, par exemple, chez les gendarmes, et qu'on n'arrive pas encore à mettre en application, notamment chez les forces mobiles et les CRS, où le ministère de l'Intérieur est en train de réfléchir à déroger à cette injonction européenne par des artifices d'exercice de sémantique. Donc voilà, ça c'est compliqué. Il faut déjà appliquer le droit et après évidemment si on peut améliorer les conditions de relation. Le bien-être des policiers passe, vous savez, c'est comme tout à chacun, comme toutes les personnes qui sont ici présentes autour de la table, hein. Plus vous passez de temps en famille, plus vous êtes présent dans la cellule familiale, mieux vous vous sentez et plus vous êtes efficient au titre du travail. Un fonctionnaire de police, vous savez, on a quand même des personnels féminins aujourd'hui de manière assez importante. Parfois,
je voudrais quand même vous dire que moi, je leur tire leur chapeau, parce que c'est... Alors, non seulement c'est un métier compliqué, mais quand, pour des jeunes demoiselles qui arrivent chez nous, quand elles sont confrontées à une grossesse, je peux vous dire que ce n'est pas simple du tout. Donc, on a un métier atypique sur lequel on peut apporter des améliorations, notamment dans le cadre du temps de travail, et surtout dans le cadre de la relation entre la famille, le policier et aussi le ministère de l'Intérieur. Oui, bien sûr, ça existe aussi, il ne faut pas dire non plus que ça n'existe pas, hein. Vous prenez par exemple, on a des collègues, quand on a des menaces ciblées sur des collègues dans le cadre de leur exercice, où on a des menaces physiques sur le fonctionnaire de police ou sur sa famille. C'est arrivé en Alsace où on a un collègue, sa famille a été menacée physiquement, et donc là, l'administration, elle réagit quand même à ces situations-là, et elle traite, mais ça reste quelque chose de... de ponctuel et d'exceptionnel. Ça ne fait pas encore partie de la règle chez nous. Merci. Alors, il y a M. Guérard qui a demandé la parole il y a déjà longtemps. Après quoi, plusieurs collègues ont demandé la parole. M. Sol, M. Leroy, qui l'avait demandé il y a très longtemps aussi. On lui donnera la priorité. Après l'intervention de M. Guérard et Mme Jourda également. M. Guérard. Alors, je voudrais apporter quelques précisions au propos de mes collègues qui ont trait aux spécificités du corps des On essaie de condenser, s'il vous plaît, les réponses, condenser. Comme les questions d'ailleurs, parce qu'il nous reste peu de temps. Les services de police scientifique sont composés de personnels qui ont un statut particulier et sont des tout petits corps, des tout petites unités qui travaillent au profit de l'ensemble des unités du territoire. Ce qui veut dire que les personnels scientifiques sont confrontés à une densité d'activité et à une amplitude horaire qui est particulièrement importante. Ça peut jouer sur le mal-être. Et également, on a une sensibilité forte sur la question de la sécurité, puisque M. Lebars le disait, il y a une exposition croissante à la violence du personnel de police. Les personnels scientifiques sont déployés sur les scènes d'infraction, ils font partie des perquisitions, et notamment en grand banditisme ou en terrorisme, ils vont intervenir avec leurs collègues. Sauf que lors d'une perquisition en terrorisme, par exemple, vous allez avoir 15 effectifs qui sont porteurs de cagoules pour se protéger, et les policiers scientifiques qui ont un statut de sédentaire administratif, eux, sont obligés d'être là à visage découvert et plus loin dans la procédure, de verser leurs documents avec leur nom, qui vont être accessibles dans le dossier, et de témoigner en tant qu'experts, donc en déclinant leur identité devant tout le monde. D'accord. J'entends. Donc, il y avait M. Sol, Mme... non, pardon, M. Leroy, excusez-moi. Non, oui, mais enfin. Il n'y a pas de problème, Monsieur le Président. Je vais être bref, précis, concis. Allez-y. D'abord, très heureux de vous revoir si rapidement. Je voudrais juste vous demander, que pensez-vous des 2 derniers livres qui sont sortis sur la police? Le premier, c'est Paroles de flic, par un journaliste, 1 an d'enquête. Le deuxième, c'est Colère de flic, par un inspecteur de la BAC, qui a entre 15 et 20 ans de service. Et est-ce que vous pensez que ça reflète bien le malaise ambiant de la police nationale, puisqu'ils disent, entre autres, comme vous, la dénonciation de la problématique, mais jamais entendue. Ensuite, l'année 2017, qui est une année référence, il y a eu 1 suicide par semaine. Il y a eu, au mois de novembre, 1 suicide par jour, dans la 3e semaine. Et l'année 2018 a mal démarré, puisque je crois que les entre 6 et 8 suicides, et qu'il y en a beaucoup plus dans la police que dans la gendarmerie. Donc, pouvez-vous nous citer les principales raisons qui, selon vous, contribuent à la démoralisation des personnels de la police, et pour certains, hormis les raisons personnelles ou privées, les amènent aux suicides qui sont, comme vous le savez, certainement multiples? On va prendre les 3 questions, si vous voulez, et puis vous répondrez après, sachant que vous avez aussi la possibilité d'y répondre par écrit. Gisèle Jourda et M. Sol, pour terminer. Ma question sera brève parce qu'elle s'inscrit dans le droit fil de celle que vient de poser donc notre collègue, à savoir, moi j'étais vraiment... on a tous été émus par cette vague de suicides, donc je ne reviens pas dessus, mais moi je souhaitais savoir si justement par rapport au territoire, quels que soient donc les corps de police, ils étaient géographiquement, on avait pu les cibler pour voir un petit peu, pour en avoir la cartographie, pour pas penser, parce qu'on parle beaucoup, et c'est normal, des problématiques qui se focalisent sur les grandes villes, et c'est logique, mais j'aimerais bien savoir, parce que pour nous aussi, en province, on a quand même, on perçoit le mal-être.
de nos policiers et de nos forces de sécurité. Merci beaucoup. Et notre collègue Sol. Mais moi, ça rejoint un petit peu la question là, de notre collègue Madame Jourda. Donc moi, je voudrais revenir sur ces suicides dont on a eu écho du nombre et dont on peut s'émouvoir aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu l'occasion, malheureusement, dans l'exercice de vos fonctions, d'avoir des policiers suicidés? Est-ce que vous aviez, si oui, est-ce que vous aviez relevé un certain nombre de signes précurseurs? Quels étaient-ils? Et si oui, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ou votre institution pour tenter en tout cas d'y remédier? Monsieur le Président. Monsieur Le Bars. Alors, sur le sujet du suicide, je vais parler sous le contrôle de mes collègues. Vous me permettez peut-être quelques données chiffrées, parce qu'on parle de choses. Sur 30 ans, les suicides, c'est en moyenne une 50aine par an. On est très choqué de l'année dernière et du début d'année. Je me sens à titre personnel très concerné, puisque j'ai un de mes proches policiers qui a commis l'irréparable il y a une semaine. Je peux vous donner un exemple d'un cas qui n'est absolument pas décelable, parce que j'en suis le premier témoin. Mais les suicides, c'est une 50aine par an. C'est à peu près un chiffre constant. Pour la région, madame, pour les régions concernées, ce sont évidemment la région parisienne, le Nord, l'agglomération lyonnaise, les grandes agglomérations avant les autres zones. Et le profil du policier qui se suicide, c'est en général un homme, autour de 45 ans, et c'est pour 2 tiers des cas un passage à l'acte hors arme de service, ce qui est important. 60% des suicides se font hors arme de service. C'est quelques données qu'il faut avoir à l'esprit, puisqu'il y a pas mal de fantasmes et de tabous sur ce sujet-là, et les choses qu'on connaît, il faut pouvoir les dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelque chose quand on voit ce qui va arriver, et on le fait tous, et on revient à la hiérarchie. C'est le rôle du gradé, c'est le rôle de l'officier, c'est le rôle du commissaire. Malheureusement, nous, on est confrontés à des cas de suicide où les fonctionnaires font en sorte que rien ne se voit pour qu'on ne puisse rien faire. Je vais vous prendre l'exemple de la semaine dernière. Je ne vais pas le nommer par pudeur et encore par tristesse. Il venait de prendre sa retraite il y a 1 an, il avait 5 enfants, il était dans la région de ses rêves. J'ai eu des messages en début d'année que j'ai sur mon téléphone où il me disait qu'il fallait que je vienne le voir, qu'il coulait des jours heureux et que c'était la plus belle retraite de sa vie. La semaine d'après, je lis un TG. C'est même pas sa femme qui m'a prévenu parce qu'elle ne me connaissait pas. Il venait de mettre fin à ses jours. Personne n'a rien vu. Je n'aurais jamais pu penser que ce policier le ferait. Voilà, on a parlé en réunion chez le directeur général de la crise suicidaire. La crise suicidaire, on est tous à peu près intelligents et structurés pour voir que quand ça ne va pas, on a quelque chose à faire. Mais quand quelqu'un organise un suicide et veut absolument aboutir à ses fins, c'est l'autre facette du suicide, c'est celle où on ferme les écoutilles et où on fait en sorte que personne n'accède à cette volonté-là. Voilà. Pour le livre, monsieur le sénateur, je vais vous dire ce que j'en... 2 livres, mais moi je vais pouvoir vous en parler que d'un, puisque j'ai lu Parole de flic de monsieur Godard, que j'ai rencontré aussi avec mon collègue. Je vais vous dire tout ce qui est dedans, tout est bon à prendre, parce qu'il a réussi le tour de force que d'autres feraient bien de faire, c'est-à-dire toute personne qui voudrait connaître la police nationale devrait y aller à l'improviste, essayer d'y faire ce qu'il a fait, à savoir une immersion d'1 an. Il a obtenu la confiance des policiers, qui lui ont dit, ce qui est la vérité, que ce qui remonte finalement, ça s'arrête toujours à un niveau où ils se demandent pourquoi ça s'arrête et pourquoi ça n'aboutit pas. Et c'est valable pour un chef de service que je suis, comme pour le gardien de la paix. La crise dans les services, on peut avoir des crises dans le management, on peut avoir des mauvais policiers, des mauvais commissaires. Ce qui ne va pas, c'est qu'à un moment, tout le monde dit, il y a un moment où tout ce dont on a besoin, on l'a déjà dit il y a 20, il y a 30 ans, les syndicats l'ont dit, les policiers l'ont dit, mais à un moment, ça n'arrive pas. Donc ils ont décidé, eux, de transgresser les ordres et de promener le journaliste partout, et ils lui ont ouvert les portes. Maintenant, il n'a même plus le droit d'ailleurs d'aller en province à l'hôtel, parce que s'il va quelque part et qu'il a le malheur de dire qu'il y va et qu'il n'a pas accepté l'invitation d'un flic, en plus, il se fait engueuler. Moi, je l'ai lu, c'est un livre à lire, et c'est un livre témoignage de l'état d'esprit des services. Et on y voit d'ailleurs que ce n'est pas fini, parce que les flics travaillent toujours, comme je le disais aussi. Ça n'a pas changé, hein. Le flic, il a beau en vouloir à la société que le délinquant n'aille pas en prison, il n'en veut pas au magistrat, il en veut à la chaîne pénale qui ne fonctionne pas, parce que le policier ressort après avoir interpellé, il se remet sur les lieux du crime et réinterpelle les mêmes à chaque fois. Il n'y a pas de grève du zèle au sens du travail quotidien. Donc moi, je suis parfaitement pour ce genre de livre, même si ça met le doigt sur des vérités qui font mal et que certains doivent regarder en face. Monsieur Massonneau, très rapidement. Très rapidement, pour conclure sur les suicides, puisque je suis membre du CHSCT. Donc, ce que je veux vous dire, enfin, ce qu'on veut tous vous dire, c'est qu'effectivement, si David a pu vous livrer ces statistiques, c'est que l'administration a travaillé sur la matière. Lorsqu'on a attaqué les travaux en 2015 à l'initiative de M. Cazeneuve, on avait très peu de données par rapport au phénomène et au nombre d'actes auto-agressifs. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que pour l'instant, l'administration a du mal à travailler sur les tentatives de suicide. Donc,
On n'a que les actes auto-agressifs qui ont malheureusement abouti, qui sont comptabilisés. Après, effectivement, pour parfaire ce que dit David, on note une grosse proportion de personnel en sécurité publique. On aurait pu les retrouver en police judiciaire. On en a un petit peu en CRS, mais c'est essentiellement en sécurité publique. Donc ça veut dire du policier assez généraliste, en première ligne des difficultés sociétales qu'on connaît tous, hein, des gens plus violents en face de nous. Donc l'administration a un peu travaillé. Je l'encourage beaucoup à continuer, et notamment à former ses managers, par exemple, à identifier les signes précurseurs d'une crise suicidaire. Parce que finalement, tout le monde s'accorde à dire, on est tous surpris lorsqu'on l'apprend, on est même tous enclins à s'accorder lorsqu'on constate qu'un collègue s'est suicidé, que les 48-72 heures qui ont précédé l'acte, eh bien, il allait mieux. Et pour cause, n'importe quel psychologue pourra vous expliquer exactement le dénouement de cette crise. Donc on doit, nous, être mieux formés, mieux alertés, et puis surtout, pour terminer, il faut qu'on travaille tous ensemble pour ne pas générer nous-mêmes nos risques psychosociaux. C'est-à-dire que quand il y a un problème interpersonnel, intercatégoriel, il faut le poser. Il ne faut pas laisser l'abcès gonfler. Il faut que l'administration, en termes de ressources humaines, s'améliore beaucoup dans la gestion des conflits, les prenne en temps réel et ne laisse pas perdurer quelque chose qui de toute façon va aboutir à une situation complexe. La dernière chose aussi, pour terminer sur les statistiques, on a une forte proportion d'agents qui étaient soit encore en congé maladie, soit en retour de congé. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup attaqué l'administration sur les années 2014-2015 parce qu'elle avait fâcheusement tendance à se retrancher sur des causes d'origine personnelle sur le suicide. Force est de constater que ce n'est pas si simple. Voilà. Messieurs, non. Pardon, Monsieur Casabonne, sénateur de Gironde. Une phrase. J'ai un ami récemment qui s'est suicidé, un jeune politique, et on n'a rien vu venir aussi, mais il avait évoqué souvent le stress des mails en continu. Est-ce que vous, dans votre métier, vous avez aussi, comme souvent dans le privé, ce stress de l'agression du mail permanent jour et nuit qui arrive? Non, pas vraiment. Ça dépend en fait du service dans lequel vous travaillez. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous êtes en service général ou en police secours, vous n'êtes pas confronté à cette difficulté-là. Par contre, il y a d'autres services aujourd'hui où on a quand même accumulé de l'exercice de statistiques, de rendre compte de chiffres, etc., qui créent énormément de travail et de difficultés. D'ailleurs, il y a une vraie réalité. Hein. Il suffit de... Après, je sais pas... on peut peut-être pas forcément tout dire, mais il faut faire le constat. Faut faire le constat dans la police nationale. Enfin, moi, je suis gardien de la paix, donc je peux en parler très clairement. J'ai été recruté pour faire un métier, pour assurer, on m'avait dit, la sécurité des personnes et des biens. Je veux dire, les fondamentaux du métier de policier, c'est quand même cela. Aujourd'hui, il faut faire le constat de l'ensemble de la population du monde policier et de voir qui fait vraiment un vrai métier de policier. Et le premier des sujets, il est là. Vous l'avez souligné tout à l'heure, sur des circonscriptions aujourd'hui qui sont importantes, on n'arrive pas à avoir 8 policiers qui tournent la nuit pour assurer la sécurité. C'est un véritable sujet. Le fait d'avoir augmenté les services de manière importante a créé moins d'effectifs sur le terrain. Demain, il faudra peut-être aussi réfléchir à un moment donné à peut-être récompenser de manière différente pécuniairement ou en termes de déroulement de carrière le fonctionnaire de police qui est sur le terrain et qui effectue vraiment. Alors sur le terrain, je veux dire, la mission de policier, elle n'est pas que sur le terrain, hein, mais le métier de policier peut s'exercer aussi dans la cybercriminalité et tout ça. Mais je veux dire, il faut revenir aux fondamentaux du métier policier. Et il faut être capable de dire à un moment donné, le métier de policier, il n'est plus arrêté aux policiers. Aujourd'hui, la sécurité dans notre pays, elle est consécutive à multiples acteurs. Vous avez la sécurité privée, vous avez la gendarmerie, la police. À un moment donné, il faut mettre toutes ces choses-là à plat. Et surtout, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un parle des missions. C'est un sujet. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer différents ministres. Ça fait très longtemps qu'on fait ça. On évoque toujours cette thématique-là avec les différents ministres qui succèdent
chez nous, et on a du mal à avancer sur le sujet des missions. Qu'est-ce qui est de la mission régalienne et dévolu aux fonctionnaires de police? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Aujourd'hui, notre pays, notre société, elle a évolué grandement sur des tas de choses. Une chose, je reprends les propos de la sénatrice tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui est dramatique, c'est l'accueil du public. Ça fait des décennies qu'on dit la première démarche, c'est d'accueillir dignement le public. Aujourd'hui, on n'est plus capable d'accueillir dignement le public et de manière sécurisée. Et je ne vous parle pas des conditions d'exercice du métier des policiers, hein, où vous avez encore des collègues qui sont obligés de se cotiser pour acheter un four micro-ondes. Alors, dans certains endroits, je pense que la relation police municipale, police nationale, c'est quelque chose qu'il faut développer, qu'il faut faire fonctionner ensemble. Vous l'avez très bien fait. Et je ne suis pas très loin de chez vous. J'ai pu voir les effets que ça a, et l'ensemble de nos collègues en sont satisfaits. Je veux dire, voilà, c'est... Le bien-être du policier, il passe par ces grandes réflexions et par des petites choses aussi de service, mais aussi par ces grandes réflexions-là. Merci, messieurs. Merci pour votre disponibilité, pour le temps que vous nous avez accordé. Nous souhaitons bon courage dans l'exercice de vos fonctions que nous savons difficiles. Voilà.